принято решение о проведении специальной военной операции. « 24 février 2022, Vladimir Poutine ordonne l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Tout le pays est pris de court et le football n'y échappe pas. Les équipes alors en fin de préparation pour la reprise de la deuxième partie du championnat sont déjà tous rentrés sur le territoire ukrainien. Les joueurs étrangers les plus connus sont pour la plupart issus de la colonie brésilienne du Shakhtar. Ils tournent cette vidéo le matin du 24 février depuis un hôtel de Kiev. Dedans, ils demandent l'aide du gouvernement brésilien pour être extradés, l'ensemble du pays étant en plein chaos et tous les moyens de transport à l'arrêt. On apprendra quelques jours plus tard leur évacuation, sains et saufs. Ils arriveront tous à trouver une issue sportive dans la foulée. Je vous propose donc aujourd'hui d'évoquer l'impact sportif et financier pour le club ainsi que la trajectoire personnelle de ces Brésiliens quasiment 3 ans après. Tout d'abord, remettons le contexte. Roberto De Zerbi est nommé entraîneur du Shakhtar le 25 mai 2021. Il succède à un Luis Castro, remercié après 2 saisons et notamment une dernière très décevante, sans aucun titre à la clé. L'entraîneur italien, très prisé sur le marché des transferts, prend tout le monde à contre-pied en signant en Ukraine. La collaboration vise à construire un projet à long terme, avec toujours cet ADN du beau jeu qui caractérise le Shakhtar. Et ce Joga Bonito ne va pas sans une multitude de joueurs brésiliens qui passent par le club depuis quasiment 20 ans. Cet amas de joueurs brésiliens va même s'accroître avec l'arrivée du tacticien italien, puisque le club va compter 14 Brésiliens et 2 naturalisés, soit la moitié de son effectif. Cet ensemble de joueurs représente 135 millions d'euros de valeur marchande à cet instant. Ce projet va aussi marquer le grand retour du Shakhtar sur le marché des transferts, puisque ce dernier va poser 58 millions d'euros sur l'ensemble des deals. Et ce montant posé en 6 mois va égaler l'ensemble du montant investi par le club sur les 8 années précédentes. Et pour comprendre la raison globale du recul du club sur ces 8 dernières années, souvenez-vous que 2014 marquait le début de la guerre sur le territoire ukrainien. Une guerre qui a débuté dans le Donbass, la région d'où est originaire ce club. Cette situation volera au club sa ville, son stade et ses infrastructures. Donc cette année 2022 montre l'énergie et l'envie du club de redonner une belle image au Shakhtar comme celle d'avant-guerre. Ce regain d'envie sera sans le savoir malheureusement un contretemps monumental puisque le club va être contraint de perdre ses actifs de manière souvent sèche. Cette perte d'argent est en partie due à la FIFA qui, dès l'invasion, va instaurer pour le championnat russe et ukrainien une règle pour, dit-elle, protéger l'ensemble des parties. Voici un extrait. En Ukraine, afin d'offrir aux joueurs et aux entraîneurs la possibilité de s'entraîner, jouer et percevoir un salaire, et afin de protéger les clubs ukrainiens, sauf accord divergent explicite entre les parties au contrat, l'ensemble des contrats de travail unissant des joueurs et des entraîneurs étrangers avec des clubs affiliés à la Fédération ukrainienne de football seront considérés comme automatiquement suspendus jusqu'à la fin de la saison en Ukraine, sans que les parties ne doivent effectuer de démarches particulières à cet effet. En cas de suspension contractuelle en vertu des paragraphes ci-dessus, les joueurs et les entraîneurs concernés seront considérés comme hors contrat jusqu'au 30 juin 2022 et pourront s'engager librement avec tout autre club sans aucune conséquence. Une fois ces informations digérées, on va vite se rendre compte que la réalité du football business ne donne malheureusement, dans ce cas-là, plus beaucoup de poids au club. Oui, car cette suspension du contrat entre le joueur et le club vient en fait se décompter de la durée du contrat établi entre les 2 parties lors de la signature. Donc, certains agents et leurs joueurs ainsi que d'autres clubs vont préférer laisser couler le temps pour pouvoir ensuite engager le joueur librement sans aucune indemnité de transfert pour le Shakhtar Donetsk. Et en bon négociateur, le joueur et son agent pourront même récupérer une belle prime à la signature. Il faut savoir qu'à ce jour, les dirigeants du Shakhtar luttent encore dans différents procès pour obtenir une compensation pour les différents préjudices subis de la part de la FIFA. Concentrons-nous maintenant sur les joueurs brésiliens qui composaient cet effectif. Que valaient-ils? Comment sont-ils partis et où en sont-ils aujourd'hui? Ça vous intéresse? Alors c'est parti. Et on commence par Tété, le joueur qui avait la plus grosse cote sur le marché puisqu'il valait 22 millions d'euros en 2022. Il était parti en prêt à Lyon où il avait été rapidement titulaire. Ensuite, prêté à Leicester, il avait finalement été cédé par le Shakhtar à Galatasaray dans un bras de fer pour la modique somme de 2,5 millions d'euros.
Carrière assez étrange puisqu'aujourd'hui il évolue en Grèce au Panathinaikos. Dentinho, arrivé 9 ans plus tôt au club, il est parti libre au club brésilien de Ceará. Âgé aujourd'hui de 36 ans, il n'a plus de club à ce jour. Alan Patrick, arrivé en 2011 en Ukraine, il n'avait réellement que trouvé sa place à partir de 2017. Très performant sur la fin, sa valeur marchande était estimée à 7 millions d'euros. Il ne partira que pour 2 millions à l'International, club dans lequel il évolue encore aujourd'hui et en est même le capitaine. Vitao, espoir recruté jeune, lui aussi se réfugie à l'International. Il va utiliser la règle FIFA pour être prêté pendant 2 ans et attendre la fin de son contrat avec le Shakhtar pour ensuite s'engager librement avec ce même club en juillet 2024. Titulaire, sa valeur actuelle est estimée à 7 millions d'euros. Ismaili, alors âgé de 32 ans, il fait office de figure au Shakhtar après quasiment 10 ans passés au club. Encore estimé à 3,5 millions d'euros, il se met d'accord pour pouvoir rompre son contrat et s'engager gratuitement au LOSC. Il évolue encore dans le Nord à l'heure actuelle et dépanne notre ami Genesio. Marlon, arrivé dans les valises de De Zerbi en provenance de Sassuolo pour 12 millions d'euros, il partira bien évidemment en prêt à Monza, puis à Fluminense. Il attendra la fin de son contrat pour s'engager à Los Angeles en été 2024 et sa valeur actuelle n'est plus que de 5 millions d'euros aujourd'hui. Marcos Antonio, gros prospect en 2022 du côté du Shakhtar Donetsk avec une valeur marchande de 8 millions d'euros, il sera bien revendu à la Lazio de Rome pour à peu près la même somme. Cependant, il n'arrive pas à s'imposer en Italie et pour le coup il est prêté au PAOK Salonique puis aujourd'hui à Sao Paulo. À 24 ans, il a vu sa valeur marchande divisée par 2 depuis son départ d'Ukraine. Fernando, vendu pour 6 millions d'euros au RB Salzbourg, freiné par les blessures, il n'a pas réussi à s'imposer. Aujourd'hui, il vient d'être transféré au sein de la Galaxy Red Bull au RB Bragantino au Brésil. Sa valeur actuelle n'est plus que de 3 millions d'euros. Marquinhos Cipriano, en prêt lors de l'invasion, il n'est jamais revenu au club. Il a profité de différents prêts jusqu'au bout de son contrat et vient de s'engager au FC Sion en Suisse. À seulement 24 ans, il ne vaut plus que 600 000 euros. Maicon, arrivé en provenance du Corinthians en 2018 en Ukraine, c'est dans ce même club qu'il s'engage après l'invasion. Il appartient toujours au Shakhtar, il était à l'époque estimé à 7 millions d'euros, mais le Shakhtar n'a obtenu que 1,5 million d'euros pour un prêt qui court encore jusqu'à l'été prochain. Et c'est sans doute un joueur qui ne reviendra plus au club et qui s'engagera ensuite librement ailleurs. On arrive maintenant au cas de Dodo. Arrivé pour seulement 2 millions d'euros en provenance de Guimarães, il crève vite l'écran. Il est très bien revendu par le Shakhtar Donetsk à la Fiorentina pour 15 millions d'euros. Il s'est imposé en Italie depuis et est estimé aujourd'hui à 22 millions d'euros sur le marché des transferts. David Neres, un autre joueur que le Shakhtar va réussir à revendre à un prix cohérent. Est-ce que vous vous souvenez de lui ? Il faisait partie de la fameuse épopée de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions 2018-2019. Cette demi-finale perdue dans les derniers instants face au Tottenham de Pochettino. Arrivé au Shakhtar en février 2022, on le voit d'ailleurs sur la fameuse vidéo de l'hôtel. Mais finalement, il ne portera jamais le maillot orange et noir, puisqu'il partira à Benfica contre 15 millions d'euros. Les Portugais vont jouer le jeu puisqu'ils vont le racheter au même prix que le club avait investi un mois auparavant. Aujourd'hui à Naples, il a la lourde tâche de remplacer Kvaratskhelia, parti au PSG. Ensuite, nous avons nos deux naturalisés qui ont porté le maillot jaune et bleu de la sélection. Junior Moraes et Marlos. À cette époque, ils valent encore 4,5 millions d'euros, mais ils vont quand même quitter l'Ukraine pour le Brésil sans indemnité. Aujourd'hui, les deux sont retraités. Et pour finir, nous avons quand même deux histoires assez rares qui concernent deux joueurs qui sont revenus au club. En premier lieu, nous avons Vinicius Tobias, qui était arrivé à 17 ans au Shakhtar. Il était estimé à 6 millions d'euros et est parti directement en prêt à la Castilla du Real Madrid. Ce qui est dingue, c'est que sur ces 2 saisons de prêt, il a réussi à inscrire sur son palmarès la Copa del Rey et la dernière Ligue des Champions. Et il n'a fait qu'une seule apparition avec les pros. Et le deuxième, c'est Pedrinho. Arrivé à l'été 2021 en provenance du Benfica pour 18 millions d'euros, deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club, il n'aura joué que 6 mois à ce moment-là avec le club avant de partir en prêt à l'Atlético Mineiro. Il va complètement disparaître là-bas, miné par les blessures, la méforme, et le Shakhtar va lui tendre la main pour qu'il revienne au club avec, on dit, un salaire beaucoup plus important qu'à l'époque. Donc le club se donne aujourd'hui la possibilité de relancer encore ce joueur de 27 ans, mais pour moi c'était plus une image, un signal fort plutôt qu'une vraie opération sportive.
On voit donc que le Shakhtar n'a pu récupérer qu'un tiers de la valeur marchande de ses joueurs de l'époque. Et on pourrait même, si on veut développer davantage, inclure le départ de Manor Solomon, l'Israélien, gratuitement à Leeds alors qu'il valait 18 millions d'euros. Mais bon, c'est pas le cœur de notre sujet aujourd'hui. Le Shakhtar aura donc créé sur 20 ans une passerelle avec le pays du football, le Brésil. Une relation assez unique en Europe d'ailleurs. Beaucoup de ces joueurs auront fait des éloges sur leur pays d'adoption, certains ayant même pris la nationalité pour évoluer avec la sélection ukrainienne. Mais au moment le plus difficile, le club s'est confronté à la perte de la moitié de son effectif, des joueurs importantissimes. Il a fallu que le club s'adapte en urgence, et le salut est venu de la part de joueurs ukrainiens qui évoluaient dans différents championnats occidentaux, bien évidemment bien moins talentueux, mais il a fallu s'adapter et agir en urgence pour pouvoir sauver ce club. Le Shakhtar n'est pas rancunier et malgré plusieurs déclarations affirmant que la connexion Shakhtar-Brésil était quasiment rompue, le club est en train de se refaire une nouvelle colonie de Brésiliens après quasiment 2 ans de no man's land. On compte à ce jour 7 Brésiliens au sein de l'effectif, peut-être moins talentueux qu'avant, mais il ne faut pas sous-estimer ce laboratoire qui a sorti de gros noms sur ces 20 dernières années. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir peut-être une série entière sur le Shakhtar Donetsk. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et que le foot soit avec vous.